Imagine qu'un enfant de 5 ans puisse décrire avec précision comment il est mort dans une autre vie. Qu'une fillette de 3 ans parle dans une langue qu'elle n'a jamais apprise. Qu'un jeune homme sous hypnose raconte des détails d'une vie passée que seuls les experts en histoire pourraient connaître. Ce ne sont pas des histoires de science-fiction. Ce sont des cas documentés qui ont été recherchés et examinés pendant des décennies par les scientifiques les plus renommés du monde. Dans l'heure qui suit, tu vas entendre 10 histoires vraies qui ont ébranlé le monde scientifique et remettent fondamentalement en question tout ce que nous pensions savoir sur la mort, la conscience et la nature de l'existence. Le Dr. Ian Stevenson, professeur à l'Université de Virginie, qui a recherché ces phénomènes pendant 42 ans, a documenté plus de 6000 cas similaires dans le monde entier. Jim Tucker, successeur de Stevenson, l'a exprimé ainsi. Ces cas suggèrent que quelque chose de notre conscience survit à la mort du corps et peut continuer son voyage dans un nouveau corps. Mais que se passe-t-il si c'est vrai? Que se passe-t-il si la mort n'est pas la destination finale, mais seulement une transition? Et peut-être ces souvenirs sommeillent-ils en nous tous, seulement nous les avons oubliés? Les réponses que tu vas entendre pourraient changer tout ce que tu pensais sur l'existence. Premier cas. Nasruddin Shah, le petit frère qui est revenu. La naissance de Nasruddin Shah coïncida avec une tragédie familiale. Le même jour où il naquit en 1991 dans un petit village pakistanais, mourut Rachid, le fils de 6 ans de la famille, dans un accident de voiture. Les parents ne connectèrent naturellement pas les deux événements, mais pendant que Nasruddin grandissait, des choses de plus en plus étranges commencèrent à se passer. À 18 mois, il commença à dire des mots que la famille ne lui avait jamais enseignés. Ce n'étaient pas des mots typiques d'enfants, mais des expressions spécifiques que seul Rachid avait utilisées. Quand Nasruddin commença à marcher, il alla automatiquement à l'ancienne chambre de Rachid, sans que personne ne lui montre le chemin. Encore plus choquant fut quand il commença à jouer avec les jouets de Rachid, comme s'il les avait utilisés pendant des années. À l'âge de 3 ans, Nasruddin commença clairement à parler d'être vraiment Rachid. Il disait « Tu te souviens ce moment, quand tu es allé au marché et que je suis resté à la maison avec papa ?» C'est un des événements qui s'étaient passés avant la mort de Rachid, quand Nasruddin n'était même pas encore né. Le petit garçon parlait de ces événements avec des détails que seul Rachid aurait pu connaître. La mère, Fatima, raconta l'histoire ainsi. Au début, je pensais qu'il imaginait juste, mais quand il commença à dire des choses que je ne lui avais jamais racontées sur Rachid, et à se comporter comme Rachid le faisait, je commençais à croire que quelque chose de surnaturel nous arrivait. Le moment le plus choquant arriva quand Nasruddin, à 3 ans, décrivit avec précision l'accident dans lequel Rachid mourut. Il mentionna des détails que seuls les adultes présents auraient pu connaître et qui ne lui avaient jamais été racontés. Il décrivit de quelle couleur était la voiture, de quelle direction elle venait, et même ce qu'il ressentit au moment de l'accident. Le docteur Khalid Rahman, qui examina le cas, documenta le comportement et les déclarations de Nasruddin pendant 18 mois. La recherche révéla que le petit garçon raconta 23 souvenirs spécifiques de la vie de Rachid, tous vérifiables. Selon le professeur Rahman, ce cas est particulièrement intéressant car il s'est produit dans la même famille, donc nous pouvons exclure la possibilité de fraude. Deuxième cas, Elena Markova, la femme bulgare, qui vécut comme aristocrate russe. Elena Markova commença à visiter un hypnothérapeute régressif, le docteur Dimitri Petrov, à Sofia à l'âge de 29 ans. L'objectif d'Elena était d'essayer de comprendre pourquoi elle avait une attraction si forte vers la culture russe,
malgré le fait qu'elle n'était jamais allée en Russie et que sa famille n'avait aucune connexion avec la culture russe. Pendant l'hypnose, Elena se transforma en une personnalité complètement différente. Elle commença à parler avec un accent russe et à utiliser des mots qui étaient courants en Russie à la fin du 18e et au début du 19e siècle. Elle dit qu'elle était la comtesse Katarina Romanova et vivait dans un magnifique palais à Saint-Pétersbourg. Elena, comme Katarina, décrivit la vie à la cour impériale avec de tels détails qui seraient impossibles pour une personne moderne. Elle parla de l'ameublement des chambres du palais, des noms des serviteurs et même des détails les plus minutieux du protocole de cour. Elle décrivit quels vêtements portaient les dames, comment se déroulaient les bals et même quels aliments étaient servis aux dîners officiels. La chose la plus étonnante fut quand Elena commença à parler français pendant l'hypnose, malgré le fait qu'elle n'avait jamais appris le français de sa vie. Le français était la langue de conversation parmi les aristocrates russes du XVIIIe siècle, et Elena parlait avec une prononciation parfaite et des expressions d'époque. Le docteur Petrov enregistra les sessions d'hypnose et consulta plus tard des historiens. Le professeur Yuri Volkov, historien à l'Université de Moscou, commenta « Ce qu'Elena dit est étonnamment précis. Elle connaît des détails sur la vie de cour de cette époque que seuls les historiens les plus préparés savent, particulièrement en termes d'habitudes alimentaires et de protocoles vestimentaires. Elle montre une connaissance qui est presque incroyable. Dans le cas d'Elena, il fut particulièrement remarquable que sa personnalité changea complètement pendant l'hypnose. Elle montra un comportement fier et aristocratique, et parlait comme si elle était vraiment une comtesse. Même sa posture changea, et elle faisait des gestes qui se référaient à l'étiquette de cour de cette époque. Troisième cas. Thomas Mitchell, le garçon américain, qui mourut comme soldat de la guerre civile. Thomas Mitchell commença à avoir des cauchemars à l'âge de 6 ans, avec une telle intensité qu'elle ébranla profondément sa famille. Le petit garçon se réveillait la nuit en criant « Au secours! Je ne veux pas mourir! Ma jambe! Ma jambe! » Ces cauchemars étaient si réalistes que Thomas ne pouvait souvent pas se rendormir pendant des heures. Il n'y avait personne dans la famille avec un passé militaire, et Thomas n'avait jamais regardé de film de guerre. Pourtant, il parlait de la guerre civile américaine avec de tels détails qui seraient inconcevables pour un enfant de 6 ans. Il savait quelles armes étaient utilisées, à quoi ressemblaient les uniformes, et parlait même des grades militaires. Thomas dit qu'il était William Henderson, un soldat du Nord qui mourut à la bataille de Gettysburg. Il décrivit comment sa jambe fut touchée par un boulet de canon et comment il mourut sur le champ de bataille. Il connaissait de tels détails sur la bataille que seul un historien aurait pu savoir. Ses parents, John et Mary Mitchell, pensèrent initialement que Thomas lisait trop sur l'histoire, mais le petit garçon n'avait jamais montré d'intérêt pour l'histoire. En fait, quand ils essayèrent de lui donner des livres d'histoire, Thomas les refusa, disant « Je ne veux pas lire là-dessus, ça fait trop mal. » Le docteur Michael Harrison, un psychologue pour enfants qui examina le cas de Thomas, déclara « La connaissance de Thomas sur la guerre civile dépasse de loin ce que nous attendrions d'un enfant de 6 ans. Il parle de la vie militaire quotidienne avec de tels détails qui ne pourraient provenir que d'expériences personnelles. » Le tournant arriva quand la famille alla à Gettysburg. Thomas trouva l'endroit où il affirmait être mort sans difficulté. Il décrivit avec précision les caractéristiques du terrain et savait même où étaient positionnées les différentes unités pendant la bataille. Quatrième cas. Sunita Khatri, la fille népalaise qui vécut comme moine tibétain. Sunita Khatri commença à prier en tibétain à l'âge de 5 ans, malgré le fait qu'elle n'avait jamais entendu la langue tibétaine.
La petite fille népalaise récitait des mantras que seuls les moines bouddhistes tibétains connaissent et prononçait les mots avec une telle précision comme si elle les avait pratiqués pendant des années. Sunita dit qu'elle était le lama Tenzin Norbu, qui vivait dans un monastère tibétain. Elle décrivit la vie monastique avec de tels détails qui seraient inconcevables pour une petite fille. Elle parla des routines quotidiennes, des pratiques de méditation et même de l'architecture du monastère. La petite fille connaissait des enseignements bouddhistes qui ne peuvent être maîtrisés qu'après des années d'études. Elle savait ce que signifiait karma, samsara, et connaissait même différentes techniques de méditation. Quand elle parlait de ces choses, sa personnalité changeait complètement et elle montrait une sagesse qui aurait été caractéristique d'un adulte. Le lama Thubten, un moine tibétain qui vivait en exil au Népal, rencontra Sunita et dit « Cette petite fille montre une connaissance des enseignements bouddhistes qui n'est possible qu'après de longues années d'études. Quand elle me parle en tibétain, sa prononciation est parfaite et elle utilise des expressions que seuls les moines connaissent. » Dans le cas de Sunita, il fut particulièrement remarquable que la petite fille se comportait naturellement comme un moine tibétain le ferait. Elle s'approchait automatiquement des moines plus âgés avec respect et savait exactement comment exécuter les rituels bouddhistes. Le moment le plus choquant arriva quand Sunita décrivit les circonstances de sa propre mort. Elle dit qu'elle était morte sur une route de montagne quand une avalanche frappa une partie du monastère. Elle parla de cet événement avec de tels détails comme si c'était arrivé hier. 5e cas. Marco Benedetti, l'homme italien qui servit comme prêtre égyptien. Marco Benedetti commença à chercher des réponses à l'âge de 33 ans sur pourquoi il avait une attraction si naturelle vers la culture égyptienne. Depuis l'enfance, il se sentait chez lui dans les musées égyptiens et voulait parler dans une langue qu'il ne connaissait pas. Pendant une hypnose régressive, Marco se souvint d'une vie dans l'Égypte ancienne, où il était un prêtre appelé Khenti Min à Thèbes. Sous hypnose, il parla de la religion et des rituels égyptiens avec de tels détails qui seraient impossibles pour une personne moderne. Marco décrivit l'intérieur des temples, la routine quotidienne des prêtres, et même le processus de momification avec une telle précision comme s'il l'avait exécuté personnellement. Il parla de comment il préparait les morts pour le voyage dans l'au-delà et quelles prières étaient dites pendant les cérémonies. Le docteur Francesca Rossi, une égyptologue qui examina le cas de Marco, déclara « La connaissance de Marco sur la religion et la culture de l'Égypte ancienne dépasse de loin ce qu'un profane pourrait savoir. Il connaît des détails qui ne peuvent être trouvés que dans la littérature spécialisée et les présente de telle manière comme s'il avait une expérience personnelle. » Pendant l'hypnose, Marco commença à dessiner des signes hiéroglyphiques, malgré le fait qu'il n'avait jamais appris l'écriture égyptienne. Les signes qu'il dessina formaient des textes significatifs et montraient une structure grammaticale caractéristique de la langue égyptienne ancienne. Si tu as trouvé ces histoires intéressantes jusqu'à présent et aimerais voir plus de contenu similaire, alors abonne-toi à la chaîne et mets aussi un j'aime. Maintenant, continuons avec le prochain cas fascinant. 6e cas. Priya Sharma, la femme indienne qui fut une guerrière viking. Priya Sharma commença à rechercher à l'âge de 27 ans pourquoi elle se sentait si étrangère dans sa propre culture. La femme indienne avait toujours été attirée par les cultures du Nord et rêvait souvent de paysages glacés et de longs navires. Pendant l'hypnose régressive, Priya se souvint d'une vie au 9e siècle, où elle était un guerrier viking appelé Eric Bloodaxe. Sous hypnose, son comportement changea complètement. Elle devint plus agressive
et commença à parler dans une langue similaire au vieux norrois. Priya, comme Eric, parla de la culture viking avec de tels détails qui seraient impossibles pour une femme indienne. Elle savait comment les navires vikings étaient construits, quelles armes ils utilisaient, et parla même de la religion viking avec une telle connaissance comme si elle y avait grandi. La femme décrivit les Red Vikings, comment une attaque se déroulait et comment était la vie sur les longs navires. Elle parla de comment ils partagèrent le butin et quelles lois gouvernaient la société viking. Le docteur Lars Anderson, historien scandinave, commenta le cas de Priya. Ce que cette femme sait sur la culture viking est étonnant. Elle connaît des détails qui ne sont que dans la conscience des experts vikings les plus sophistiqués. Elle parle de techniques de construction navale et de tactiques de combat avec de tels détails qui sont incroyables. Dans le cas de Priya, il fut particulièrement remarquable que sous hypnose, elle montra un comportement complètement masculin. Elle fit des mouvements qui indiquaient une mentalité guerrière, et même sa voix devint plus profonde. 7e cas. David Kowalski, l'homme polonais qui fut un chaman amérindien. David Kowalski s'adressa à un thérapeute régressif à l'âge de 40 et 1 an parce qu'il avait senti toute sa vie qu'il y avait quelque chose qu'il ne savait pas sur lui-même. Il avait toujours été attiré par la nature et voulait exécuter des rituels qu'il ne connaissait pas. Pendant l'hypnose, David se souvint d'une vie dans l'Amérique du 18e siècle, où il vivait comme aigle blanc et était un chaman de la tribu Cherokee. Sous hypnose, il parla de la culture amérindienne si naturellement comme s'il y avait grandi. David décrivit la vie tribale, les cérémonies chamaniques et même la médecine amérindienne avec de tels détails qui seraient impossibles pour un homme polonais. Il parla de comment ils faisaient des médicaments à partir de plantes et quels rituels ils utilisaient pour guérir les malades. Sous hypnose, l'homme commença à chanter des chansons dans une langue similaire au Cherokee. Le docteur Maria Gonzalez, experte en cultures amérindiennes, déclara « Le chant de David et les mots qu'il utilise sont vraiment reminiscents de la langue Cherokee. C'est particulièrement étonnant parce que le Cherokee est très complexe et peu de gens le parlent. Dans le cas de David, il fut particulièrement remarquable que même après l'hypnose, il maintint sa connexion spéciale avec la nature. Il commença à faire du travail de guérison en utilisant des méthodes qu'il affirmait avoir apprises dans ses vies chamaniques. 8e cas. Liu Wei, l'homme chinois qui vécut comme noble écossais. Liu Wei chercha le docteur Zhang Li à Shanghai à l'âge de 35 ans parce qu'il rêvait souvent de châteaux et de paysages écossais, malgré le fait qu'il n'était jamais allé en Écosse. L'homme chinois se sentait souvent étranger dans sa propre culture. Pendant l'hypnose régressive, Liu Wei se souvint d'une vie dans l'Écosse du 16e siècle, où il vivait comme Alexander MacLeod et était membre d'un petit clan écossais. Sous hypnose, il commença à parler avec un accent écossais et à utiliser des mots qui se référaient à l'ancienne langue écossaise. Liu Wei décrivit le château MacLeod avec de tels détails comme s'il y avait vécu. Il parla des relations entre les membres du clan, des traditions écossaises et savait même des choses sur les cornemuses. Il décrivit comment les batailles entre clans se déroulaient et comment était la vie dans les Highlands. Sous hypnose, l'homme commença à chanter des chansons écossaises, malgré le fait qu'il n'avait jamais entendu de musique écossaise. Le professeur Duncan Macpherson, historien écossais à l'Université de Glasgow, commenta le cas de Liu Wei. Ce que cet homme chinois sait sur la culture écossaise du 16e siècle est extrêmement précis. Il connaît des détails qui ne pourraient provenir que de la recherche historique écossaise la plus profonde. Dans le cas de Liu Wei, il fut particulièrement intéressant qu'après l'hypnose,
il commença à s'intéresser à la culture écossaise et apprit même à jouer de la cornemuse. 9e cas. Sarah Johnson, la femme américaine qui vécut comme religieuse française. Sarah Johnson chercha le docteur Robert Thompson à Los Angeles à l'âge de 39 ans. Parce qu'elle avait senti toute sa vie que quelque chose manquait dans sa vie spirituelle. Elle rêvait souvent de monastères et de prières latines. Pendant l'hypnose régressive, Sarah se souvint d'une vie dans la France médiévale, où elle vivait comme sœur Marie-Claire et était religieuse dans un monastère bénédictin. Sous hypnose, elle commença à parler avec un accent français et récita des prières latines avec une prononciation parfaite. Sarah décrivit la vie monastique avec de tels détails qui seraient impossibles pour une femme américaine moderne. Elle parla des heures de prière quotidiennes, des règles monastiques et même du travail effectué dans le monastère. Elle décrivit comment il copiait les manuscrits et quelles activités de guérison il menait. Sous hypnose, la femme commença à chanter des chants grégoriens avec une technique qu'elle n'avait jamais apprise. Le docteur Catherine Dubois, historienne française, déclara « La connaissance de Sarah sur la vie monastique médiévale est incroyable. Elle connaît des détails qui ne peuvent être obtenus que des sources les plus spécialisées. Dans le cas de Sarah, il fut particulièrement remarquable qu'après l'hypnose, elle commença à s'intéresser au mysticisme chrétien et commença régulièrement à visiter le monastère proche. 10e cas. Ahmed Hassan, l'homme égyptien qui vécut comme poète irlandais. Ahmed Hassan chercha le docteur Mahmoud al-Rachid au Caire à l'âge de 42 ans parce qu'il sentait souvent qu'il voulait écrire des poèmes dans une langue qu'il ne connaissait pas. L'homme égyptien rêvait souvent de collines vertes et de cabanes en pierre. Pendant l'hypnose régressive, Ahmed se souvint d'une vie dans l'Irlande du 19e siècle, où il vivait comme Seamus O'Brien et était un poète rural. Sous hypnose, il commença à parler avec un accent irlandais et récita des poèmes reminiscents du style de la poésie irlandaise. Ahmed décrivit la vie du village irlandais avec de tels détails comme s'il y avait grandi. Il parla de la coupe de la tourbe, des traditions gaéliques et même des mouvements d'indépendance irlandais. Il décrivit comment les gens se rassemblaient dans les pubs pour écouter les performances des poètes. Sous hypnose, l'homme commença à écrire des poèmes en gaélique irlandais, malgré le fait qu'il n'avait jamais appris cette langue. La professeure Siobhan Murphy, experte gaélique à University College Dublin, commenta le cas d'Ahmed. Ce que cet homme égyptien sait sur la poésie gaélique est fascinant. Il utilise des techniques de versification caractéristiques de la poésie irlandaise traditionnelle. Dans le cas d'Ahmed, il fut particulièrement intéressant qu'après l'hypnose, il commença aussi à écrire des poèmes en anglais, dans un style reminiscent de la poésie irlandaise. Résultat, de recherche et approche scientifique. Le Dr Ian Stevenson, qui passa plus de 4 décennies à rechercher ces cas, déclara « Ces cas suggèrent que quelque chose de notre personnalité, de notre conscience, survit à la mort du corps. Bien que nous ne sachions pas exactement ce qu'est ce quelque chose, l'évidence devient plus forte. » Jim Tucker, successeur de Stevenson à l'Université de Virginie, qui continua la recherche, ajouta « Deux choses sont caractéristiques des souvenirs de vie passée qui apparaissent chez les enfants. Premièrement, ces souvenirs sont habituellement connectés à une mort violente ou soudaine. Deuxièmement, ces souvenirs commencent habituellement à s'estomper vers l'âge de 6 ans. Une des découvertes les plus importantes est que ces cas se produisent à travers les frontières culturelles. Le Dr Erlendur Haraldsson, psychologue islandais qui examina ces phénomènes en Europe, déclara «
Les souvenirs de réincarnation ne se produisent pas seulement dans les cultures orientales où c'est un enseignement religieux. Nous rencontrons des cas similaires aussi en Europe occidentale et en Amérique. La neurologie moderne commence aussi à chercher des explications pour ces phénomènes. Le Dr. Stuart Hameroff, professeur d'anesthésiologie à l'Université d'Arizona, et Sir Roger Penrose, mathématicien et physicien, travaillèrent ensemble pour développer une théorie que la conscience ne se trouve pas seulement dans le cerveau, mais aussi dans la structure au niveau quantique de l'univers. Selon le professeur Hameroff, si la conscience opère vraiment au niveau quantique, alors il est possible que certaines informations puissent survivre à la mort du corps physique et réapparaître dans un nouveau corps. Argument des sceptiques et contre-arguments. Naturellement, il y a aussi des scientifiques sceptiques qui cherchent des explications alternatives pour ces phénomènes. Le Dr. Leonard Angel, philosophe, argumente que ces cas peuvent être expliqués par la cryptomnésie, c'est-à-dire les gens stockent des informations dans leur inconscient qu'ils ne se rappellent pas consciemment. Le Dr. Paul Edwards, aussi philosophe, représente une position sceptique. Ces cas, aussi convaincants qu'ils puissent être, ne constituent pas une preuve de réincarnation. Il pourrait y avoir des explications naturelles que nous n'avons pas encore découvertes. Cependant, les chercheurs en réincarnation répondent à ces objections. Selon le Dr. Tucker, la cryptomnésie n'explique pas ces cas où les enfants savent des informations qui ne leur ont jamais été accessibles, spécialement dans les cas où l'enfant partage des souvenirs personnels sur une personne décédée qui vivait dans un endroit distant. Le Dr. Stevenson souligna aussi « Nous n'affirmons pas que ces cas prouvent la réincarnation, mais nous affirmons que ces cas suggèrent que quelque chose survit à la mort du corps, et ce quelque chose vaut la peine d'être recherché sérieusement. » Analyse approfondie. Que signifient ces histoires? Si ces histoires sont vraies, alors nous devons reconsidérer fondamentalement la nature de l'existence humaine. Le Dr. Michael Newton, qui conduisit l'hypnose régressive sur plus de 7000 personnes, déclara « Ces cas suggèrent que la mort n'est pas la fin, mais une transition. La conscience continue son voyage et acquiert de nouvelles expériences à travers des vies toujours nouvelles. Mais pourquoi seulement quelques personnes se souviennent-elles de ces vies passées? Le Dr. Brian Weiss, un autre thérapeute régressif bien connu, affirme « En réalité, nous portons tous ces souvenirs en nous. Ils sont juste à un niveau inaccessible pour la plupart d'entre nous. Avec certaines techniques, comme l'hypnose ou la méditation profonde, ces souvenirs peuvent devenir accessibles. La question la plus importante, cependant, est ce que nous devrions faire avec ces informations. Si la réincarnation existe vraiment, alors chaque décision que nous prenons, chaque action que nous accomplissons, influence nos vies au futur. Cela signifie que le karma pourrait ne pas être juste un concept philosophique, mais une loi physique réelle. Selon le Dr. Newton, si nous acceptons la possibilité de la réincarnation, alors la vie de chaque personne a beaucoup plus de signification. Ce n'est pas seulement ce que nous faisons dans cette vie qui compte, mais aussi ce que nous apprenons et comment nous nous développons spirituellement. Implication. Pratique. Ces recherches ne sont pas seulement de signification théorique, mais ont aussi des implications pratiques. Beaucoup de personnes qui ont appris sur leur propre vie passée ont expérimenté des changements significatifs dans leur vie actuelle. Sarah Johnson, que nous avons mentionné plus tôt, raconta ses expériences ainsi. « Après avoir appris sur ma vie passée comme religieuse, ma vie spirituelle changea complètement. Je compris pourquoi je me sens si attiré au mysticisme chrétien, et cela m'aida à trouver la paix en moi-même.
Marco Benedetti rapporta aussi des changements significatifs. Après avoir appris sur ma vie comme prêtre égyptien, je commençais à mieux comprendre le monde spirituel. Je sens que j'ai trouvé ma vocation. Et maintenant, j'aide d'autres à découvrir leur propre chemin spirituel. Le secret des souvenirs d'enfance. Un des aspects les plus remarquables de ces cas est pourquoi ils apparaissent principalement dans l'enfance. Selon la recherche du Dr. Tucker, les souvenirs relatifs aux vies passées sont plus forts entre 2 et 6 ans, puis s'estompent graduellement. Il semble comme si, pendant le développement du cerveau, ces souvenirs allaient dans une zone spéciale qui est ensuite lentement écrasée par les expériences de la nouvelle vie, explique le Dr. Tucker. Ceci pourrait expliquer pourquoi les enfants perdent ces souvenirs en grandissant. Le Dr. Helen Wambach, qui conduisit plus de 1000 hypnoses régressives, proposa une autre théorie. Il est possible que la conscience ait besoin d'un certain temps pour s'intégrer complètement dans le nouveau corps. Dans l'enfance, cette connexion ne s'est pas encore formée complètement, donc les souvenirs passés sont encore accessibles. Le mystère de l'évidence physique. Un des aspects les plus choquants de ces cas est qu'ils sont souvent accompagnés d'évidence physique. Le Dr. Stevenson documenta des cas où les marques de naissance des enfants coïncidaient exactement avec les blessures qui causèrent la mort de la personnalité passée. J'ai rencontré des cas où la marque de naissance de l'enfant était exactement où la personnalité passée fut frappée par une blessure par balle, raconta le Dr. Stevenson. Ceci ne peut pas être une coïncidence. D'une façon ou d'une autre, le trauma physique du corps précédent fut hérité par le nouveau corps. Le Dr. Antonia Mills, anthropologue qui rechercha des cas similaires parmi les Indiens nord-américains, confirma ce phénomène. Parmi les Indiens Tlingit, il est commun que les marques de naissance des nouveau-nés coïncident avec les blessures fortes de membres de famille récemment décédés. C'est un phénomène naturel dans leur culture. Mystère linguistique. Un des aspects les plus difficiles à expliquer de ces cas est que les enfants parlent souvent dans des langues qu'ils n'ont jamais apprises. Ce phénomène, que les chercheurs appellent xénoglossie, représente une évidence particulièrement forte pour la réincarnation. Le Dr. Sarah Thomason, linguiste à l'Université du Michigan, commenta ces cas. L'apprentissage linguistique est un processus extrêmement complexe qui prend des années à compléter. Pour un enfant de parler spontanément une langue étrangère, connaissant aussi ses règles grammaticales, est pratiquement impossible par des moyens naturels. Le cas de Liu Wei est particulièrement remarquable de cette perspective. L'homme chinois utilisa sous hypnose un dialecte écossais caractéristique du XVIe siècle. Le Dr. James Robertson, linguiste écossais, déclara « Ce que Liu Wei parle est un dialecte écossais que personne ne parle aujourd'hui. Ces formes linguistiques ne peuvent être trouvées que dans des documents historiques. » Universalité culturelle. La recherche du Dr. Haraldson montra que ces cas ne se limitent pas à certaines cultures. Initialement, nous pensions que ces phénomènes se produisaient seulement dans des cultures où la réincarnation est un enseignement religieux. Mais il s'avéra que nous trouvons des cas similaires en Islande, Norvège et même aux États-Unis. Ceci suggère que la réincarnation pourrait ne pas être une construction culturelle, mais un phénomène naturel réel. Le Dr. Stevenson déclara « Si ces cas étaient le résultat d'influences culturelles, ils se produiraient seulement dans certaines régions. Mais puisqu'ils peuvent être trouvés mondialement, il suggère que nous traitons avec quelque sorte de phénomène universel. » Méthodologie scientifique. Un des plus grands défis dans la recherche sur la réincarnation est de maintenir la rigueur scientifique.
le Dr Stevenson et ses suiveurs développèrent des protocoles précis pour examiner les cas. Nous vérifions au moins 25 différentes pièces de données concernant chaque cas, expliqua le Dr Tucker. Celles-ci incluent le timing des déclarations de l'enfant, le contenu des déclarations, le background familial et les détails de la vie de la personnalité passée présumée. Pendant son travail, le Dr Stevenson documenta plus de 3000 cas en détail. Nous n'affirmons pas que chaque cas prouve la réincarnation, souligna-t-il. Mais il y a des cas qui excluent toutes les explications alternatives. La connexion de la physique quantique. La physique moderne développe de plus en plus de théories qui seraient compatibles avec le phénomène de la réincarnation. Le Dr Amit Goswami, physicien quantique, déclara « La mécanique quantique montre que la conscience n'est pas un sous-produit des processus matériels, mais joue un rôle fondamental dans façonner la réalité. » Le Dr Henry Stapp, physicien à l'Université de Californie, Berkeley, supporte aussi la théorie que la conscience peut survivre à la mort du corps physique. Selon la physique quantique, l'information ne peut pas être détruite. Si la conscience consiste en information, alors il est logique qu'elle pourrait survivre à la mort du corps sous quelque forme. Ce cadre théorique donne une nouvelle perspective au cas de réincarnation. Selon le Dr Hameroff, si la conscience opère vraiment au niveau quantique, alors les souvenirs de vie passée pourraient être stockés comme information quantique et devenir accessibles à nouveau sous certaines circonstances. Application thérapeutique. De plus en plus de thérapeutes utilisent la régression de vie passée dans le traitement des patients. Le Dr Weiss a traité plus de 4000 patients avec cette méthode et a obtenu des résultats significatifs. Dans beaucoup de cas, les problèmes actuels des patients sont enracinés dans des vies passées, expliqua le Dr Weiss. Quand ils comprennent ces connexions, la guérison spontanée arrive souvent. Le Dr Newton rapporta aussi des expériences similaires. Apprendre sur les vies passées n'est pas juste de l'information intéressante, mais résulte souvent en guérison profonde. Les gens comprennent pourquoi ils se sentent attirés à certains endroits ou personnes, et cela les libère de compulsions inconscientes. Connexion avec les expériences de mort imminente. Un parallèle intéressant peut être observé entre les cas de réincarnation et les expériences de mort imminente. Le Dr Raymond Moody, qui rechercha d'abord les expériences de mort imminente avec des méthodes scientifiques, déclara « Les deux phénomènes suggèrent que la conscience peut survivre à la mort du corps physique. » Selon la recherche du Dr Kenneth Ring, les gens qui ont expérimenté des expériences de mort imminente se souviennent plus souvent aussi de vies passées. C'est comme si ces gens avaient un accès plus facile aux couches plus profondes de la conscience, expliqua le Dr Ring. Implications éthiques. Si la réincarnation est une réalité, alors ceci soulève de sérieuses questions éthiques. Le Dr Michael Newton déclara « Si chaque action que nous accomplissons influence nos vies futures, alors chaque décision que nous prenons a beaucoup plus de signification que nous pensions. » Ceci donne aussi une nouvelle perspective au concept de karma. Le karma n'est pas une punition, mais un processus d'apprentissage, expliqua le Dr Weiss. Dans chaque vie, nous rencontrons des situations qui fournissent des opportunités pour le développement spirituel. Ahmed Hassan, que nous avons mentionné plus tôt, raconta ses expériences ainsi. Après avoir appris sur ma vie passée comme poète irlandais, je compris pourquoi je me sens si attiré à l'écriture. Mais ce qui est encore plus important, je compris que ma vie est partie d'une histoire plus grande. Si ce contenu a été utile et intéressant pour toi jusqu'à présent, et tu aimerais plonger encore plus profondément dans le monde de la réincarnation et de la spiritualité, alors abonne-toi définitivement à la chaîne
et active aussi la cloche. Écris dans les commentaires quelle histoire t'a le plus touché et si tu as tes propres expériences avec des phénomènes similaires. Direction future de la recherche. La recherche sur la réincarnation ne s'arrête pas ici. Le Dr Tucker et ses collègues développent continuellement de nouvelles méthodes pour examiner les cas. Nous avons commencé à utiliser l'analyse ADN dans des cas où il est affirmé que l'enfant est la réincarnation d'une personne décédée spécifique, expliqua le Dr Tucker. Le Dr Pim van Lommel, cardiologue hollandais, applique une approche différente. L'examen combiné des expériences de mort imminente et des cas de réincarnation pourrait jeter une nouvelle lumière sur la nature de la conscience. Le développement technologique offre aussi de nouvelles possibilités. Le Dr Eben Alexander, neurologue qui expérimenta lui-même une expérience de mort imminente, déclara « Les techniques modernes de recherche cérébrale pourraient nous aider à comprendre comment la conscience se connecte au cerveau et ce qui arrive au moment de la mort. Le pouvoir de la transformation personnelle. Les gens qui ont appris sur leur propre vie passée passent souvent par des changements profonds. David Kowalski, dont le passé de chaman Cherokee nous avons mentionné, raconta sa transformation ainsi. « Je compris pourquoi je me sens si attiré à la nature et pourquoi je sens que je veux guérir. Ce n'était pas par hasard, mais la connaissance qui demeure profondément dans mon âme. » Priya Sharma, la réincarnation du guerrier viking, rapporta aussi des changements significatifs. Je compris pourquoi je me sens parfois si forte et combative. Cela m'aida à accepter ce côté de moi-même et l'utiliser constructivement. Nouveau défi des sceptiques. Les scientifiques sceptiques ne restent pas non plus inactifs. Le Dr Susan Blackmore, psychologue, a développé de nouvelles théories pour expliquer ces cas. Il est possible que ces cas soient le résultat du traitement inconscient d'informations. Le cerveau pourrait être capable de connecter des informations de différentes sources et les interpréter comme une vie passée cohérente. Le Dr Christopher French, psychologue à Goldsmiths University London, cherche aussi des explications alternatives. Ces cas pourraient être le résultat d'une combinaison d'influences parentales, d'attentes culturelles et de coïncidences aléatoires. Cependant, les chercheurs en réincarnation continuent à renforcer leurs arguments. Selon le Dr Tucker, ces explications alternatives ne peuvent pas rendre compte des aspects les plus importants des cas, comme la xénoglossie, ou des cas où l'enfant sait des informations qui ne leur ont jamais été accessibles. La question ultime: que signifie ceci pour nous? Si ces histoires sont vraies, alors tout ce que nous pensions sur la vie, la mort et le but de l'existence doit être repensé. Nous ne sommes pas des êtres isolés qui vivent seulement une fois sur cette terre. Nous sommes vraiment des âmes éternelles qui errent à travers le temps et l'espace, apprenant et se développant dans chaque vie. Cette réalisation peut apporter des changements profonds dans nos vies. Si nous savons que chaque action que nous accomplissons, chaque décision que nous prenons, influence nos vies futures, alors nous pouvons vivre beaucoup plus consciemment. Si nous comprenons que la mort n'est pas une fin, mais une transition, alors nous la craignons moins. Le Dr Newton résuma la signification de ceci. Apprendre sur les vies passées n'est pas juste une aventure intéressante. C'est un chemin vers la connaissance de soi qui nous aide à comprendre qui nous sommes vraiment et quel est notre but dans cette vie. Sarah Johnson, dont le passé de religieuse nous avons mentionné, conclut sa propre histoire ainsi. « Je compris que chaque personne que je rencontre pourrait être partie de mon propre voyage d'âme. Peut-être nous sommes-nous rencontrés dans des vies précédentes aussi. Ceci donne une nouvelle dimension à chaque relation humaine. » Au seuil de la révolution scientifique.
Le Dr Gary Schwartz, professeur à l'Université d'Arizona, croit que la recherche sur la réincarnation représente le commencement d'un nouveau paradigme scientifique. Tout comme la physique quantique changea la vision du monde de la physique, l'évidence de la survie de la conscience pourrait changer les fondements de la biologie et de la psychologie. Le Dr Rupert Sheldrake, biologiste, voit aussi ces recherches comme marquant le commencement d'une nouvelle ère. Si la conscience survit vraiment à la mort du corps, alors nous devons incorporer ceci dans notre vision scientifique du monde. Ceci ne signifie pas seulement reconnaître la réincarnation, mais repenser toute la science naturelle. Pensée finale. Le voyage éternel. Ces 10 histoires ne sont que la pointe de l'iceberg. Mondialement, des milliers de cas similaires attendent découverte et examen scientifique. Chaque cas est une nouvelle pièce du puzzle qui pourrait nous montrer la vraie nature de la conscience. Si tu as aussi jamais senti un déjà-vu, si tu as été attiré à quelque culture ou endroit sans raison logique, si dans tes rêves tu as vu des endroits étrangers qui semblaient pourtant familiers, alors peut-être tu portes aussi des fragments de souvenirs de vie passée en toi. La question de la réincarnation n'est pas juste une curiosité philosophique. C'est une des questions les plus importantes que l'humanité ait jamais affrontées. Si c'est vrai, alors cela donne un nouveau sens à la vie de chaque personne. Si ce n'est pas vrai, cela inspire quand même les gens à penser plus profondément sur la nature de l'existence. Marco Benedetti, la réincarnation du prêtre égyptien, conclut sa propre histoire ainsi. « Je ne crains plus la mort. Je sais que c'est juste une transition. Et j'attends avec excitation de voir ce qui arrivera dans ma prochaine vie. » Liu Wei, avec son passé de noble Écossais, ajouta « Je compris que chaque personne que je rencontre pourrait être un vieil ami ou ennemi d'une autre vie. Ceci changea comment je me relate aux gens. » Ahmed Hassan, la réincarnation du poète irlandais, conclut « Chaque jour est une nouvelle opportunité d'apprendre, se développer et se préparer pour le prochain voyage. » Priya Sharma, la guerrière viking, dit finalement « Je pensais que j'étais juste une simple femme indienne. Puis je compris que je suis une voyageuse d'âme éternelle qui a déjà vécu sous beaucoup de formes différentes. Ceci me libéra de toutes les limitations. » David Kowalski, le chaman Cherokee, résuma « Je trouvais ma vraie vocation. Ce n'est pas par hasard que je me sens attiré à la guérison. C'est la connaissance profondément enracinée de mon âme. Si ces histoires t'ont touché, si tu es curieux sur tes propres vies passées, ou si tu veux simplement savoir plus sur la nature de la conscience, alors suis notre chaîne. Ici, nous partageons régulièrement des histoires similaires, des enseignements spirituels et les derniers résultats de la recherche en conscience. Souviens-toi, chaque jour unique est une nouvelle opportunité de te développer, apprendre et te préparer pour ce voyage qui pourrait être en cours depuis des millénaires. Les souvenirs du passé peuvent te fournir guidance, mais le moment présent est où tu vis vraiment. Utilise ce temps sagement, car il pourrait être juste un arrêt dans le voyage infini de ton âme. Et qui sait, peut-être dans tes prochaines vies, vous vous rencontrerez à nouveau comme de vieux amis et ensemble continuerez cette merveilleuse, éternelle aventure que nous appelons la vie.